Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Il faut absolument faire une compilation des extraits des déclarations les plus saugrenues de Tebboune. Les Algériens et d'une façon générale, l'opinion publique internationale ont fini par banaliser dans leur esprit les hallucinantes sorties de cet homme, dont on ne sait plus s'il a toute sa raison. Et pour cause, puisque en plus de sa propension à la mythomanie la plus débridée et chiffres imaginaires en bandoulière, il se laisse aller souvent à des attitudes qui posent question. Des colères puériles d'un gamin à qui on a confisqué un jouet. Il faut dire aussi que cet homme n'avait jamais osé espérer un tel destin, lui qui avait toujours végété dans des rôles accessoires, même quand il a été Premier ministre pour un très court laps de temps. Pendant plus de 50 ans, il s'est toujours distingué dans un personnage de comique méditerranéen, jouisseur, blagueur, joyeux de rire, et qui de toute façon n'a jamais été pris au sérieux par ses pairs, encore moins par le pouvoir qu'il avait toujours gardé au chaud, en périphérie. Jusqu'au jour où l'ex-chef d'état-major, aujourd'hui décédé, a décidé de l'imposer aux Algériens en tant que président de la République, qu'ils le veuillent ou non. Ils ne l'ont pas voulu, ils l'ont eu quand même. Et il croyait, M. Tebboune, M. Gaïd Saleh, plutôt le chef d'état-major qu'il avait choisi, il croyait avoir trouvé le fantoche idoine pour régner à travers lui. Il ne savait pas qu'il allait décéder quelques jours seulement après l'intronisation de celui qu'il venait de faire roi. Aujourd'hui, et grâce aux luttes intestines qui secouent la junte, M. Tebboune s'est retrouvé dans la peau de l'homme fort par défaut. Parce que le pouvoir a horreur du vide et qu'il fallait bien que quelqu'un prenne le gouvernail en main. Et c'est dire entre quelles mains se trouve aujourd'hui le destin de l'Algérie. Et donc, en attendant une compilation très étoffée de toutes ces déclarations, toutes plus hallucinantes les unes que les autres, nous allons tenter aujourd'hui de comprendre, avec nos invités, comment nous en sommes arrivés à une telle situation. Comment l'Algérie a-t-elle pu échouer dans une telle impasse? Comment les Algériens ont-ils fini par banaliser dans leur tête, dans leur esprit, de telles outrances sans réagir pour autant? Nous allons en parler avec nos invités. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوط في الظهر في يدو شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا الحضرة، اللي بيفهم بالإشارة والباطل.
Avec nous, Anis El-Qama, psychologue, militant politique, Mourad Yefsah, analyste politique, membre du CCAF. Mourad Yefsah, merci d'être avec nous. Merci à tous, bonne soirée, c'est Jamal, bonsoir à l'invité. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Mourad Yefsah, et tout à l'heure, nous allons demander à Anis El-Qama, qui est en tant que psychologue, comment sommes-nous arrivés à banaliser des sorties d'un monsieur Tebboune qui dit n'importe quoi? Vous vous rappelez de cette histoire de nous avons produit en 2019 25 milliards de dollars de produits agricoles, j'ordonne au secteur de l'éducation et je ne sais plus lequel d'autre, de passer de l'énergie actuelle à l'énergie solaire en moins de 3 mois. J'ordonne au secteur de l'agriculture de doubler hein, la production de blé. Du temps de Bouteflika, il était ce qu'il était, mais c'était une toute autre étoffe. Vous avez vu ces discours, cette précision, même si lui aussi nous avait dit que l'Algérie pouvait accueillir 2 coupes du monde, pas une seule, 2 coupes, alors qu'elle n'a même pas un seul stade qui vaille. Mais avec Tebboune, nous avons atteint nous avons dépassé le mur du son, et il n'y a pas de réaction. Pourquoi, d'après vous, pourquoi les Algériens ne réagissent-ils pas à de telles absurdités, à de telles outrances? Oui, j'ai écouté l'interview et j'ai écouté les précédentes aussi. C'est vrai que là, ça devient récurrent. Il y a une certaine, je dirais, un manque de sérieux pour aborder des questions qui sont pourtant très, très sérieuses. La question au centre par laquelle ils ont commencé, c'est la question de la sécurité alimentaire. Et du fait, effectivement, que notre pays n'était pas autosuffisant en production donc, de blé, de farine et d'autres produits alimentaires. Et alors que c'est une question bien sûr sérieuse, puisque c'est une question de vie ou de mort pour de millions d'Algériens à partir de dans 6 mois, dans une année, compte tenu effectivement donc de la persistance de cette crise à l'échelle internationale qui est aggravée avec donc la guerre en Ukraine et tout ce qui a suivi. Je pense que c'est rien que ce sujet, normalement, pour que justement donner des informations, pour donner des indications au peuple algérien, pour savoir effectivement comment on va faire. Rien que ce sujet mérite une seule séance. Une seule séance pour développer quel est le plan donc, du gouvernement pour justement arriver à traiter cette question-là. Quant à dire effectivement, il y a un problème de... on veut passer donc de la production donc de 20 quintaux à l'hectare, passer à 40. Nous avons l'espace, etc. Parler donc du sud de manière, c'est-à-dire sans qu'il y ait une logique globale. Je pense que on ne peut pas aborder des questions sérieuses comme celle-là. En partant donc de vœux pieux, c'est-à-dire on veut, mais le problème c'est quand on est dans un gouvernement, quand on est dans un exécutif, la question c'est pas de vouloir, la question c'est de mettre en œuvre des plans, c'est de mettre en œuvre des programmes, c'est de mettre en œuvre des équipes, c'est de mettre en œuvre des moyens pour justement donc atteindre un objectif qu'on se fixe. Et bien entendu, mobiliser donc les femmes et les hommes pour pouvoir donc réaliser ces plans. Je pense qu'on n'a pas encore ce niveau-là. Moi, je me souviens un peu de l'expérience que j'avais en Algérie, ayant enseigné à l'université. Et c'est vrai que beaucoup de collègues avaient un peu tendance à réaliser des choses, donc des objectifs qui sont pas mesurables, qui sont pas atteignables.
Parce que, effectivement, ça consiste à dire, à lancer un chiffre et de dire, voilà, on va faire ça. Je pense qu'il y a un problème de relation avec la réalité, avec les questions concrètes. Très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement chez M. Tebboune, mais qu'on retrouve, moi je me souviens, donc, de l'époque où j'ai travaillé à l'université, je retrouve aussi donc, cette tendance un peu chez nos confrères à aborder ces questions de cette manière. Très bien, alors nous allons écouter de temps en temps un petit extrait de M. Tebboune pour nous faire une idée. Avant d'aller vers Anis El-Khama, écoutons M. Tebboune. Et d'ailleurs, remarquez aussi les questions des journalistes qui sont très complaisants, qui parfois répondent même à la place. Dans la question, il répond à la place de... Par exemple, il lui dit « Oui, nous savons que les augmentations des prix sont dues à une conjoncture mondiale. Mais, Monsieur le Président... » Pour vous donner une idée de ce genre de posture journalistique. Mais écoutons M. Tebboune et nous allons aller vers Anis El-Khama. ما دام تحدثوا على القمح والاستيراد فكيل لي طا دو نو ستوك؟ لا الحمد لله. برودوي اليمونتير دو بريمير نيسيسيتي. حاليا في الوقت اللي نكلمك فيه من ناحيه الحبوب عندنا احتياط نتاع 8 شهور. ورانا على ابواب الحصاد باش يبدا في الجنوب قريب جدا. وفي الشمال في شهر جوان يعني من على شهرين ان شاء الله ندخلوا في الحصاد تضاف الى الاحتياط نتاعنا. هذا هو شجعنا على كل حال. كنا سبقنا الاحداث، رفعنا من الاسعار نتاع الحبوب باش نشريو على المواطن احسن ما نشريو من الخارج، ورفعنا كذلك الاسعار نتاع البقول. واليوم السنة هذه كثير من الفلاحين تاعنا رجعوا للعدس ورجعوا للحمص ورجعوا إذا الخلاصة ماهيش في كيفاش نتصدى الغلاء وكذا. الحل الوحيد والجذري لهالأمور هذه هو الإنتاج. ثم تلاحظوا راني في سنتين دروك، سنتين نادي بإنتاج الزيت، المائدة، إنتاج السكر، رفع منتوجية المردودية تاع الحبوب إلى 40 قنطار في الهكتار إلى آخره. هذه قبل هذه الأزمة تاع اليوكران. لو كانت طبقت احنا ما نتأثروش بالأزمات هذه، ولكن اليوم راني نزيد نحث ونحرص على تطبيق هذه التعليمات، لأن هي المنفذ الوحيد اللي يخلينا ما نتأثروش بالشيء اللي كاين في الخارج. سيد الرئيس C'est le champion du monde pour botter en touche. Il répond jamais à une question de façon claire. Ou alors il répond un tout petit peu et il prend la tangente. Mais sinon, nous avons appris qu'une équipe de Radio 1, une journaliste, Samira Mouaki, un vidéaste Mehdi et un chauffeur ont été interpellés à Hajjot parce qu'ils effectuaient un reportage chez la famille du défunt de Bazi Hakim. Ils ont été arrêtés. Et nous venons d'apprendre à l'instant qu'ils viennent d'être libérés. Anis El-Khama, sur cette propension de M. Tebboune à la mythomanie et sur, plus que la propension, sur la vocation de ces journalistes à être dans le sens du poil, toujours dans le sens du poil. Bonsoir Jamal. Je salue bonsoir. Votre invité et puis l'équipe technique de Marrakech. Mourad Yefsah. La question est de... Franchement, la problématique est celle d'une déconnexion totale entre la réalité et la perception de la réalité. Ce n'est pas propre à M. Tebboune. Dans tous les régimes dictatoriaux, il y a ce qu'on appelle l'isolement du dictateur. C'est qu'à un moment donné, les personnes qui s'isolent avec le pouvoir ne s'entourent en réalité que de personnes qui sont flag-horneurs, qui ne les brossent que dans le sens du poil. Et quand je dis s'entourer de personnes, ce n'est pas uniquement le personnel politique, mais effectivement ces journalistes-là, si tant est qu'on peut les appeler journalistes, pour moi, ils sont une honte pour la profession. En réalité, ces dictateurs-là ne s'entourent que de personnes qui leur donnent des informations déjà filtrées. Il y a un problème, Anis, on ne vous entend pas du tout, on vous entend avec un écho.
Je vais revenir à vous dans un petit instant. Je vous laisse entre les mains de la régie. Nous allons encore écouter M. Tebboune. Et je reviens à vous, Anis. Mon confrère, c'est Jamal, d'être bref, concis et direct. Quelle est votre appréciation de l'application de vos instructions du gouvernement sur le terrain après avoir bouclé ce premier trimestre 2022 que voulait être une année économique? C'est une année économique par excellence. قلت سنة اقتصادية. أول ما بدينا بمحاربة البيروقراطية اللي كانت مكبلة الاقتصاد وتبعته 900 مؤسسة كانت مجمدة. إذا بدينا السنة بفتح المجال للإنتاج والتوظيف ما يقارب 800 مؤسسة. Et si vous permettez, ça a créé combien de postes d'emploi? كان اللي أعطيناهم الرخصة باش يكملوا انتهوا من الأشغال تاعهم على شهر ونص ولا كان اللي كانوا مكملين باش يبدوا ينجوا إلى آخره. المهم المجموع نظن دور حول 52,000 منصب شغل. 52,000 منصب شغل. لو تكلم عن الاقتصاديين في أوروبا وغير أوروبا في ظرف شهرين ونص ولا 3 شهور تخلق 52,000 منصب شغل في الميدان الاقتصادي تعد معجزة. Alors, Anis Khama, il nous apprend qu'en 2 mois, il a créé 52 000 postes, 52 000 emplois. C'est lui qui le dit, hein. Et il dit qu'en Europe et dans le monde occidental, un tel exploit est un miracle. Il le dit, hein, Mojiza, c'est un miracle. D'abord, ce n'est pas vrai, ces emplois n'ont pas été créés. Ensuite, il dit qu'ils ont été créés en 2 mois, ce n'est pas vrai non plus. Et ensuite, il considère que créer 52 000 emplois dans un pays où il y a au moins 8 millions de chômeurs, c'est un miracle. Anis Khama. Il y a un souci. Alors, Mourad Yefsah, sur cette sortie, 52 000 emplois, le miracle, 2 mois. Oui, premièrement, donc il parle donc apparemment donc de l'ouverture de 900 entreprises qui étaient bloquées, mais en réalité, je pense que c'est 900 projets. D'après la presse écrite, il parle plutôt donc de 900 projets d'investissement qui étaient bloqués. Absolument. Et il parle donc de 52 000 emplois créés dans le domaine économique. C'est-à-dire que il ne compte pas donc les emplois créés dans l'administration, dans la fonction publique, etc., etc. Et c'est vrai que, bon, 52 000 emplois dans le monde donc économique à la suite donc du déblocage donc de 900 projets, si c'était vrai, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est un objectif et c'est une réalisation importante. Et cela veut dire que donc la production derrière, c'est 52 000 personnes donc en plus qui vont produire. Ça veut dire que derrière l'économie va comment dirais-je, elle va fleurir. Donc les résultats devraient être vraiment importants. Mais on aurait bien voulu savoir. Ces 52 000, c'est dans quel domaine? Pour produire quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils vont produire? Parce que quand on entend parler un peu donc de la situation en Algérie, nos compatriotes, ils se plaignent du manque de tout. Du manque de la semoule, du manque de l'huile, du manque de sucre, du manque de tout. Il manque tout. Mais Mourad Yefsah, si tel qu'on connaît ce régime depuis des décennies maintenant, s'il avait réellement créé ces 52 000 emplois en 2 mois, vous pensez qu'on ne le saurait pas? Ils nous auraient inondés d'informations dans leur NTV, dans leurs journaux, avec des détails, avec des précisions, tel projet, telle entreprise. Mais ce n'est pas vrai, bien évidemment. Ça ne peut pas être vrai. Toute la question que vous avez introduite tout à l'heure sur la question donc la place et la responsabilité des journalistes, elle est là. Parce que quand un responsable à ce niveau donc aborde cette question avec autant d'assurance, la responsabilité du journaliste, c'est d'essayer effectivement donc de poser des questions pour qu'on puisse
pour que comment dirais-je, l'auditeur, pour que le citoyen algérien qui écoute puisse voir effectivement où se trouvent ces emplois. Donc c'est aux journalistes de lui poser la question. Dans quel domaine avez-vous créé ces 52 000 emplois? Absolument. Dans quel secteur? Absolument. Quelles sont ces entreprises? Elles sont où? Où sont-ils ces appels d'offres d'emploi? Parce que quand même, 52 000, c'est encore une fois pour notre pays, 52 000, ce n'est pas rien. C'est vraiment. Moi, je me souviens quand on avait créé en Algérie donc les grosses entreprises de l'ENIEM, de Cotitex, de l'Hadjar, de textiles de Rolizane, etc. Bon, bien sûr, c'est des milliers d'emplois qui étaient créés. Mais le NIEM, c'était autour de 4 000 emplois. Cotitex, c'était autour de aussi 4 000. Hadjar, c'était, je pense, au début, c'était 7 000. Ensuite, c'est passé à 30 000. Mais on savait où travaillaient les gens. Et on savait. Et puis, il suffisait de se présenter devant cette usine pour voir effectivement donc, les milliers de personnes qui sortent et qui rentrent le matin et qui sortent le soir. Mais c'est restez avec nous, Mourad. Alors, nous allons encore passer, Monsieur Tebboune, nous dire comment les journalistes, les ministres, lui, le critère des journalistes, c'est qu'ils ne doivent pas appartenir au système. Même si ils n'ont pas été poliés par le système, c'est-à-dire qu'ils sont neufs. Nous avons ramené d'en dehors le système. Mais comme ils ne savent pas vers leur travail, nous leur permettons une période pour apprendre le métier de... Et vous allez l'écouter, c'est assez hallucinant, mais sinon il oublie que lui-même vient de ce système, ça veut dire que lui-même est pollué par ce système, et comment. Mais écoutons-le d'abord et puis nous donnerons la parole à Anis. On parle beaucoup, نتكلموا بزاف على الحكومة بعض الوزراء لازم نعطيهم الفرصة باش يتكونوا. لأن المهم أن ناخذ وزير جديد ما هوش ملوث من طرف العصابة والشيء اللي جرى في البلاد، نظيف. هو الكريتير. Anis El-Kama, c'est à vous. Oui, c'est tout à fait affligeant d'entendre ça, de s'entendre dire que des ministres devraient se former. On ne se forme pas dans le poste de ministre pour être ministre, on se forme tout le long d'une carrière de gestion et d'une carrière, si on est dans la société civile, d'expérience professionnelle en tout cas. C'est très grave en fait, c'est exactement l'expression que vous avez utilisée, et malheureusement on n'est pas du tout dans une situation qui nous permettrait d'avoir les coups des franches et d'avoir une possibilité de laisser les gens se former dans une situation de tension. Et comme vous l'avez rappelé, le premier à être pollué par les affaires et qui a eu lieu dans la période Bouteflika et même bien avant, c'est le président lui, rappelant l'histoire de l'OPGI et de tout l'argent de Khalifa qu'il avait mis dans l'OPGI, rappelant aussi l'affaire de la carte bancaire liée à aucun compte dont il a bénéficié, rappelant aussi des facéties de son fils, donc avec l'affaire de la cocaïne. Donc le premier à ne pas être dans ce gouvernement, normalement, c'est Tebboune lui-même. Et lorsqu'il nous dit aussi que il y a des personnes, donc en faisant allusion, je pense à Farhat Itali, qui était ministre de l'Industrie, je crois, et en disant que on a pris des personnes qui étaient bons pour parler sur les médias, mais au final, on a vu que leur exercice de pouvoir, et enfin en tout cas leur exercice leur fonction était mauvaise lorsqu'ils étaient au pouvoir. Eh bien, on s'étonne vraiment des critères de sélection. Si les critères de sélection sont ceux qui parlent bien dans les médias, alors on devrait vraiment s'alarmer de ce qui se passe au sein du gouvernement, parce que normalement les critères devraient être d'autant plus sérieux. Bien sûr que l'aspect communication est important, mais aussi les compétences, et surtout les compétences de fond, et la capacité à la compréhension et au fait de cerner la situation actuelle, et normalement le premier critère, avec bien sûr le savoir communiquer pour pouvoir désigner un ministre. Mais Anis, question que je pose aux psychologues, comment toute une opinion publique, dans toutes ces strates, depuis le citoyen lambda jusqu'à l'universitaire de haut vol,
pourquoi et comment se fait-il qu'il puisse accepter une telle situation sans pour autant réagir. C'est comme si c'était tout à fait normal ce que dit M. Tebboune. Par exemple, quand il a dit que nous avons produit 25 milliards de dollars de produits agricoles en 2019, ça n'a choqué personne. Comment avons-nous fait pour en arriver à nous imprégner ainsi de telles banalités, à les considérer comme étant normales? Après tout, c'est pas grave, n'a rien dit de particulier. Comment ça s'est passé? Quels mécanismes ont été travaillés pour faire de nous des gens aussi lobotomisés, j'allais dire? Je pense que comme on s'habitue à l'outrance, on s'habitue à la médiocrité et à l'apoprise, mais c'est un peu ce qui se passe actuellement. Mais après, je pense que c'est surtout lié à une espèce de lassitude qu'il y a dans la population. Et elle s'exprime de différentes manières. Et cette lassitude-là s'exprime aussi par un désintérêt total par rapport au discours. Je pense qu'une grande partie... Effectivement, il y a peut-être des personnes qui s'habituent à cela. Mais je pense que la majeure partie est tout simplement dans une posture de lassitude, mais aussi, faut-il dire, aussi dans une posture de peur par rapport à la répression féroce qui s'abat actuellement. Rappelant encore une fois le cas de notre frère Lahmo qui est mort dans les geôles de la dictature, et d'autres personnes. Vous avez rappelé l'équipe de Radio M qui a été arrêtée alors qu'elle faisait son travail. Moi, ceux que j'incrimine réellement, c'est ces journalistes-là de pacotille qui sont allés, faire de la lèche directement, excusez-moi l'expression, au président de la République, parce que les questions étaient vraiment extrêmement graves. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, au sein de la question, il y avait déjà une justification lorsqu'on l'interpelle en lui disant « Nous savons que nous sommes dans une situation économique grave au niveau mondial ». Déjà, c'est que vous enlevez la responsabilité au président de la République de toute gestion. Et ça, normalement, ce n'est pas le travail des médias. Le travail des médias est au contraire. Pardon ? Absolument. Mais justement, Anis, comment expliquez-vous, question dans la question, comment expliquez-vous cette attitude de cette presse qui est complètement décomplexée dans ce qu'elle est en train de commettre de désinformation, de propagande, à un point, par exemple, le Hakim Debbazi, notre compatriote, qui a été assassiné dans une prison dans laquelle il a été mis pour un simple partage Facebook. Et une presse qui ne parle pas, qui ne dit rien. Il y a eu 2 journaux à ma connaissance. Al Watan, un petit filet, et le Provincial, un journal de Constantine, qui en a parlé. Comment expliquez-vous cette connivence, cette collusion, cette complaisance de la presse? Comme ça, très décomplexés, à l'aise, ils vont le sourire éclatant, à l'aise, ils sont à l'aise, ils ne sont pas complexés, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas... Comment expliquez-vous cette attitude? C'est tout simplement l'appât du gain, et je dirais même pas l'appât du gain, c'est l'appât des miettes en réalité que cause leur lancer le régime politique. Et en réalité, pour moi, ce ne sont pas des journalistes. C'est au mieux un organe de communication poussiéreux à la soviétique. C'est de l'ordre de la Pravda. Ils font écho tout simplement du régime politique. Et pour moi, on ne devrait vraiment pas oublier surtout ces journalistes-là qui tendent le micro et qui normalement devraient être dans une posture de fact-checking. Lorsqu'on voit dans les médias qui se respectent, le fact-checking, c'est une discipline à part. Il y a des personnes spécialisées dans cela. Et à chaque fois qu'un président de la République ou qu'un représentant... Je vais vous donner un exemple. Lorsque Marine Le Pen avait déclaré lors de la dernière campagne présidentielle que Bourguiba en Algérie avait, je crois, elle avait dit interdit le voile dans tout l'espace public. Oui, elle pensait que Bourguiba était président de l'Algérie. Oui. Voilà, donc Bourguiba n'était pas président de l'Algérie et il n'a pas interdit le hijab dans l'espace public. Le voile, même en Tunisie, absolument. Oui, même en Tunisie, mais à la seconde même où cette double erreur a été déclarée par cette candidate-là, eh bien, beaucoup de médias l'ont critiqué. L'ont relevé. Ah oui, oui, oui. C'était la même chose aussi pour Emmanuel Macron dans d'autres erreurs. Et en réalité,
cet autre pouvoir-là qui devrait être le pouvoir des médias, qui en réalité une des expressions du pouvoir du peuple, n'existe absolument pas et c'est un réel crime, encore un, contre le peuple et contre notre liberté d'expression. Mourad Yefsah, écoutons encore Monsieur Tebboune avant de vous donner la parole. Pardon, mes chers amis, si je suis en train de bredouiller un peu, je perds l'usage de la parole avec Ramadan, comme tout le monde. Hein, Mourad Yefsah, écoutons d'abord Monsieur Tebboune. الظرف الحالي الأزمة الاقتصادية العالمية للتلاعب بقوت الجزائريين وافتعال الندرة وممارسة الاحتكار. هل من إجراءات ردعية جديدة ضد هؤلاء لحماية المواطنين من مخالبهم؟ الردعيات الردع راه يومي. بالتقرير ما فيش قانون اللي ما راجعناش. قانون تاع المضاربة جرمنا المضاربة، كانت أمور تجارية عقوبات مالية. اليوم يقدر اللي يدير الاحتكار قادر يوصل 30 سنة سجن. الدرك والشرطة وكل المصالح تاع الدولة الله راها ليهم بالمرصاد، راهم يتبعوا. راكم شفتوا واش صرا في الموز البنان، واش صرا في المواد الأخرى. عندنا المؤمن لا يلدغ من شحر مرتين. تلدغنا ايام ما كان الكوفيد وهذيك واستغلوا. شفتوا واش داروا في الكوفيد؟ صور مزوره ودي فيديو مزوره ويتعدوا على كذا باش يخلوا المستشفيات فارغه، تعدوا على الاطباء، تعدوا زادوا. لما جات الحاله تاع السميد حنا الاحتياط تاعنا موجود ويغيبوا في السميد في السوق. نهار اللي الدرك قاموا بتحريات لقينا العجب. كنا عارفين باللي الامور هذه ماهيش طبيعيه، يعني. ولقينا ولايه لما تشوف المجموع تاع التمويل تاعها اللي مشى ليها 40 قنطار في الشهر لكل مواطن. إلا كل 40 كيلو في الشهر راهم ليها 40 قنطار. وجدنا ما يقارب 160 مطحنه تدي القمح وما تطحنوش ويبيعوه ديريكتومون للمربي المواشي وغيرهم الى اخره. ولكن المشكل كذلك عندنا اخر قرار خذيناه، منعنا منع بات وبالتقريب جرمنا تصدير المواد الاوليه، مواد غذائيه. احنا الغالب يعني. Mourad Yefsah, voilà, entre autres, un autre exemple de ces énormités proférées par M. Tebboune. Il nous dit que dans une wilaya, qui ne cite pas, bien sûr, ils ont trouvé, et ça c'est un travail de spéculateur, nous dit-il, cette mafia de la spéculation. Ils ont trouvé que cette wilaya a consommé. En fait, elle n'a pas consommé. Ce sont les spéculateurs qui sont accaparés ces quantités de blé. Alors écoutez bien, hein, que dans cette wilaya, ils ont trouvé, M. Tebboune et les siens ont trouvé que la consommation est de 40 quintaux par citoyen et par mois. Ça veut dire, si cette wilaya, il y a 1 million, supposons qu'il y a 1 million d'habitants dans cette wilaya. Il y a des wilayas qui ont beaucoup plus qu'1 million. Hein, c'est 1 million d'habitants par wilaya. Donc ça veut dire par mois, c'est 40 millions de quintaux. Que vous multipliez par 12, ça fait... je vous laisse calculer, moi j'y perds. Moi. Mais il le dit le plus normalement du monde. Et personne ne réagit. Les journalistes, ils le regardent comme ça, ils ne bougent pas une oreille. Ils n'osent pas une question. Mourad. C'est que ça montre, à mon avis, ça montre une chose, c'est que premièrement, cette conférence de presse n'avait pas pour objectif vraiment de traiter des questions de priorité nationale, de traiter des questions et de donner des informations aux Algériens. C'est un rendez-vous de propagande. C'est de la propagande pure.
est loin de la réalité. Et donc, tout à l'heure, tu disais, les gens ne réagissent pas, mais je pense que les gens réagissent. Les citoyens algériens, donc, ils sont pas dupes. Ils sont vraiment pas dupes. C'est-à-dire que non seulement que personne ne croit donc ces affirmations, mais en plus de ça, je crois que c'est vécu comme étant du mépris. C'est du mépris de la part donc de la plus haute institution donc du pays, alors que sur des questions de vie ou de mort, c'est une question de nourriture, c'est une question donc comment dirais-je, de faire face aux problèmes quotidiens donc du citoyen. Et je pense que ce sont là les conditions encore qui sont en train donc de se réunir et qui seront à l'origine des prochaines explosions, des prochaines mobilisations, parce que il y a une maturation qui se fait. C'est-à-dire que même si effectivement ces élites qu'on nous montre, il n'y a pas toutes les élites, tous les journalistes, tous les responsables ne sont pas comme cela. Moi, par exemple, sur la répression, sur la mort de Basila El Rahmou, il y a eu une émission spéciale qui a été organisée par Radio M avec invitation de vrais journalistes, avec invitation donc d'une Hirakiste, etc., où il y a eu un échange, il y a eu une discussion sérieuse donc sur la gravité donc de la mort donc de ce citoyen dans la prison donc de Koléa, sans que le ministre de la Justice, sans qu'aucun organisme donc ne daigne donc donner l'information. Donc encore une fois, il y a moi je pense que aussi bien ce que disait donc dans cette interview M. Tebboune et la légèreté avec laquelle il traite des questions sérieuses, où il y a un mélange, il y a des choses qui sont justes. Il parle qu'il y a comment dirais-je, un ensemble d'actions. On lit dans la presse comme quoi donc ça va être mis en œuvre ou c'est mis en œuvre. Mais il mélange avec des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais très très loin de la réalité. Et à ce moment-là, on se pose la question, où va-t-on? Où va l'Algérie? Et nous allons écouter M. Tebboune parler un peu, pas beaucoup, un peu de lui-même, de son parcours impeccable. Il dit aux questions, vous savez très bien, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours assumé mes promesses. Écoutons-le, c'est très intéressant. أنا عمري ما خالفت أعوذ بالله من قولتنا وراكم تبعتوا المسيرة من زمان كل ما نلتزم به نطبقه والشيء اللي أنا نطبق فيه اليوم التزمت به في التزاماتي 54 وأنا نطبق فيه ونتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله النتائج النهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك. Voilà, Anis Kamaï parle de lui-même. D'ailleurs, même ses promesses électorales, 54, hein, 54. Vous voyez un peu à quoi il fait allusion. Au 1er novembre 1954, bien sûr. Mais sinon, donc, Anis El-Kama, il est dans les promesses, il a promis tout, il a promis d'augmenter les salaires, d'augmenter le chômage. Mais tout est biaisé. Par exemple, quand il parle des chômeurs, il nous parle de quelque chose, comme je ne me rappelle plus, quelques centaines de milliers au plus, alors que tout le monde sait qu'il y a au moins 8 millions de chômeurs dans ce pays. Il parle de donner une indemnité aux médecins, rappelez-vous, spécial Covid, qu'ils attendent jusqu'à aujourd'hui. Il a parlé de donner une aide alimentaire aux gens, toujours pendant le Covid, qui n'avaient pas les moyens. Ils attendent toujours. Et là, il promet d'augmenter des salaires, je ne sais pas quoi, que les gens vont attendre toujours. Et il est dans ça. C'est comme s'il voulait gagner du temps, Anis Kama. Vous étonnez, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Il est fidèle et loyal à une vision et un programme, c'est celle de Bouteflika et de la dictature. Il avait bien déclaré lui-même que et on est dans cette logique-là de la dictature,
de l'époque, dans une sorte de nouveau 5e mandat, parce que il est vrai que Bouteflika n'allait pas dans de telles outrances ou dans de tels propos pour le moins, légers ou vagues, mais il vendait aussi du rêve. Et vous avez aussi répété la fameuse déclaration des 2 Coupes du Monde, alors qu'on a d'énormes difficultés à organiser des Jeux méditerranéens. Et j'anticipe réellement un grand scandale dans ces Jeux méditerranéens et la presse s'en fera écho. Et quelque part, tant mieux si on peut, à travers cette fenêtre-là, montrer la réelle nature de ce régime dictatorial. Mais sinon, globalement, dans ce qu'il a déclaré, qu'importe en réalité la réalité palpable de la situation, ils trouveront toujours des boucs émissaires. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'il y a réellement des personnes qui font de la spéculation. C'est possible, cela existe dans tous les pays du monde. Mais en réalité, la gestion catastrophique, l'impression des billets de dinars qui ont fait dévaluer la monnaie, la politique menée ces dernières années, c'est elle qui fait écrouler le pays, et non pas les spéculateurs. Et ça, n'importe quel économiste peut vous le démontrer par A plus B. Des spéculateurs ne peuvent pas faire chuter une économie. Au contraire, c'est même leur réponse à cette minorité, je pense, de spéculateurs qui a créé la crise. Je vous donne un exemple. Lorsque on menace des commerçants de 30 ans de prison uniquement parce qu'ils ont un stock pour une semaine, ou 5 jours, ou quelques jours d'huile d'olive, ou d'huile en général, eh bien, quelle est la réaction de ces commerçants-là? Ils vont plus stocker, ils vont plus acheter d'huile d'olive, ils ne prendront pas le risque. Et qu'est-ce qui se passe lorsque une majorité de commerçants ne prend pas le risque, et effectivement à bon escient de ne pas prendre les 30 années de prison pour avoir eu un tout petit stock de 5 jours ou d'une semaine d'huile, eh bien, il y a une crise d'huile. Donc, en réalité... Il y a une perturbation du marché, il y a une rupture des stocks. Il y a forcément une rupture de stock, parce que quel est ce fou qui va tenter d'hypothéquer son business ou son magasin ou son petit supermarché pour prendre 30 ans de prison? Il va préférer ne pas vendre d'huile. Et cela est applicable pour le lait, cela est applicable pour le blé. Donc, le réel problème chrysogène, en fait, structurel de notre société, de notre économie, c'est bien le régime lui-même. Et ce n'est pas une petite bande de spéculateurs qu'il faudrait bien sûr combattre, mais pas en faisant peur à l'ensemble des commerçants et en créant par conséquent une nouvelle crise. Alors, Anis, nous allons d'abord, puisque vous en avez parlé, la fidélité de M. Tebboune au programme de M. Bouteflika, nous allons l'écouter avant qu'il ne soit président. Quand à ce moment-là, il draguait littéralement Saïd pour ne pas être jeté, pour rester un peu dans la périphérie. Écoutez-le bien et puis nous allons continuer notre petit exposé sur ces sorties de M. Tebboune. رسمية ونكرر باسكو انا راني في سنة نقول فيها نفس الكلام. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. Mourad Yefsah, alors là, je vais vous offrir un petit morceau d'anthologie d'un journaliste et la réponse de M. Tebboune. Le journaliste, écoutez bien la question du journaliste, elle vaut vraiment le déplacement, Mourad Yefsah. Écoutez bien ce qu'est le journalisme dans ce pays. Écoutez bien. الشق الدبلوماسي هناك انزال دبلوماسي كبير جدا الى الجزائر. Il y a un chassé croisé diplomatique. Monsieur le Président, ces gens-là qui viennent, tout ce beau monde qui débarque à Alger, ce n'est pas uniquement pour du gaz. Est-ce juste de dire qu'ils viennent chercher l'expertise algérienne dans les médiations pour les conflits régionaux et internationaux? C'est juste de dire ça? Il y a ça aussi, il y a ça. Il y a le fait aussi que l'Algérie est incontournable pour les problèmes africains. L'Algérie est une puissance africaine avérée. تهضر يعني دولة عظمى إفريقيا. الاستشارة نتاعها ضرورية في الملفات نتاع الساحل وغير الساحل وبالنسبة لليبيا بالنسبة
الرأي تاع الجزائر في الساحة المتوسطية كذلك. الدول المتوسط كلها مهتمة بالرأي نتاع الجزائر. قبل كان عندنا ولا زال عندنا الاختصاص في محاربة الإرهاب وداك الشيء، ولكن اليوم جاوزناها إلى مجالات أخرى. في الحقيقة الدور تاع الجزائر رجع دور محوري في عدة قضايا الحمد لله. يعني المشاكل الكبار تاع افريقيا متداخلين فيها، وهذاك على هذا الاساس اللي احنا اليوم الجزائر ما تخلاش لا على فلسطين ولا على الصحراء الغربيه، ولا نذكروا فإن الذكرى تنفع، باش نعاود نرجعها لنصابها، ما نسيشهاش اكثر من اللازم. هذه امور نتاع تصفيه استعمار، كانش حاجه اخرى. Alors, Mourad Yefsa, quand Tebboune dit Saha al-Mutawassitiya, il veut dire la région du Moyen-Orient, hein, Saha al-Mutawassitiya. Mais sinon, j'arrive, Mourad. J'aimerais, alors, le journaliste, il parle de ce chassé-croisé diplomatique, de ces premiers ministres étrangers, de ces ministres qui vont et viennent à Alger. Il pose la question très sérieusement à M. Tebboune, lui dit est-ce qu'il ne viendrait pas par hasard pour l'expertise algérienne dans la médiation des conflits régionaux et internationaux, l'Algérie qui est absente en Libye, qui est absente en Mauritanie, qui fait des problèmes avec son voisin marocain, qui rappelle son ambassadeur en Espagne, qui rappelle son ambassadeur de France. Il parle d'expertise régionale dans le règlement des conflits. Mourad Yefsa. Oui, je pense que l'Algérie n'a jamais été aussi mise à mal que durant cette période, hein. Sans parler des autres dossiers, mais je pense que déjà nous-mêmes en tant que pays, nous sommes vraiment très mal placés, nous sommes très mal lotis. Nous avons donc des dangers à toutes nos frontières et que nous n'arrivons pas à ce jour à régler. Donc que ça soit avec le Maroc, le Sahara occidental, le Mali, la Libye, le Niger, dans une certaine mesure avec ce qui se passe. Donc je ne vois pas l'expertise. Vraiment, je ne vois pas l'expertise ni au niveau régional ni au niveau international. Et encore aussi, comme tu viens de le dire, c'est Jamal. Donc, il y a toujours eu donc dans la politique étrangère algérienne, il y a ces deux dossiers qui sont prioritaires. Donc, la question de la Palestine, la question du Sahara. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que jamais ces deux questions n'ont connu donc comment dirais-je, des reculs comme les reculs donc que nous avons observés durant ces 2-3 dernières années. Donc voilà, donc un journaliste qui dit soit il comment dirais-je, soit il se moque, hein, peut-être que c'est au second degré, peut-être qu'il est en train de faire du second degré et qu'il est en train donc de se moquer de lui. Ou alors c'est du pur larbinisme, hein. Enfin c'est vraiment c'est incroyable. Mais même la réponse de Tebboune, Mourad, il dit oui, c'est bien sûr, il vient pour ça, bien sûr. Nous sommes une puissance régionale, rien ne peut se faire sans nous, il le dit. Alors que tout le monde sait que c'est la bérésina diplomatique, tout le monde le voit tous les jours. Entre le début... Au point où récemment, le ministre espagnol des Affaires étrangères, après une déclaration de Tebboune, quand on lui a posé la question, il a dit non, moi je ne veux pas m'abaisser à ces polémiques stériles, comme ça. Vous imaginez ce camouflet que l'Algérie a considéré comme un camouflet, par ailleurs. Exact. C'est qu'on voit aussi la contradiction entre le début de sa réponse et la fin de sa réponse. C'est-à-dire qu'il commence par dire qu'effectivement nous avions donc de l'expertise dans la lutte contre le terrorisme, etc. Et puis cette expertise que nous avons élargie. Et pour ensuite terminer par les deux sujets, les sujets les plus importants, stratégiques, donc du point de vue donc de la politique étrangère de l'Algérie, et qui sont en recul, dans tous les domaines. Donc encore une fois, c'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Je pense que le peuple algérien mérite qu'on lui dise la vérité. Oui, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté, nous avons des problèmes. Oui. Merci Mourad, restez avec nous parce qu'il ne reste plus de temps. Anis El-Qama, moins de 3 minutes, vous avez le mot de la fin. Anis. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement l'Algérie n'a jamais été aussi isolée sur la scène internationale. Et en fait, on ne fait que récolter, que camoufler sur camoufler. On a bien vu le changement d'orientation de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. On a bien vu que sur la question du gaz, l'Espagne a décidé en fait de donner du gaz, enfin plutôt de transmettre du gaz directement au Maroc. Et ça c'est juste pour donner des exemples, pour reprendre ce qu'a dit ce qui se nomme journaliste, le fameux chassé-croisé diplomatique, il a lieu partout dans le monde, tout simplement parce nous sommes peut-être à la veille d'une 3e guerre mondiale et le blocage des ressources gazières en Europe fait craindre le pire pour les puissances européennes et par conséquent elles cherchent d'autres ressources et d'autres pays pour pouvoir pallier à ça. Et même dans ce genre de cas, nous ne sommes pas capables de se mettre au centre du jeu parce que à cause de notre mauvaise gestion du secteur des hydrocarbures, nos capacités ne sont pas assez extensibles et on nous a encore coupé, on s'est coupé nous-mêmes un bras en s'enlevant le fameux Gazmet, donc qui passait par le Maroc pour des questions extrêmement puériles. Et hier, je regardais le classement, parce qu'il faut peut-être voir tous les aspects. Hier, je regardais le classement le World Ranking militaire, et en réalité, l'Algérie est une 31e armée mondiale. Et alors que nous étions 26e ou 27e il y a quelques années. Donc même à ce niveau-là où nous avons investi tout notre argent, 10% peut-être ou plus de notre PIB, nous n'arrivons pas à être au même niveau que l'armée égyptienne. Je m'en réjouis pas. J'aurais aimé qu'on soit parmi les 5 premières armées dans le monde, mais il faut dire que si on parle de puissance militaire régionale, eh bien ça serait l'Égypte qui est je crois 9e armée dans le monde, et la Turquie qui est parmi aussi parmi les 10 plus grandes armées dans le monde ou 15 plus grandes armées dans le monde. Voilà. Anis El-Qama, merci beaucoup. Mourad Yefsah, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Sahaf Torkum, Sahar Ramadankum. Je rappelle à nos amis qui sont à Paris que demain, il y a une grande manifestation face à l'ambassade d'Algérie à Paris pour dénoncer le crime d'État qui a eu lieu dans la prison d'Al-Qli'a contre notre compatriote Hakim Debbazi, mort en détention dans des conditions très obscures sur lesquelles il n'y a pas eu le moindre communiqué venant du régime. Merci et بقاو على خير بسلامة. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف.